Aujourd'hui, on a le pourcentage en fait de business réalisé en B2B aujourd'hui. Et en fait, on se rend compte que il y a déjà un gros volume qui est généré sur des sites e-commerce, même si les points de vente ou les commerces itinérants, lui aussi, représentent à peu près un tiers des échanges. C'est une étude qui a été fournie par le Credoc. Et en fait, ce qu'elle nous apprend, c'est qu'on ne va pas pousser forcément des opérateurs à devenir 100% digitaux, mais plutôt à aller chercher une complémentarité dans leur dispositif en mixant du physique, mais aussi du digital ou du digital, et d'aller chercher aussi un renfort sur le physique. On vous montrera des exemples de ces deux typologies. Et il y a aussi un autre phénomène qui est le changement de génération. Aujourd'hui, l'âge moyen d'une personne qui travaille dans le service achat, dans un service achat, c'est 42 ans. Donc, ça veut dire que 42 ans, ce sont des gens qui ne sont pas des boomers, ce ne sont pas non plus des millennials, mais ils ont aussi vécu une grosse partie de leur vie avec le digital. Ils sont rompus à ce mode de fonctionnement-là. Et donc, en fait, ils n'hésitent pas, ils n'ont pas de frein en fait, à passer directement par des échanges numériques. Alors que jusqu'à présent, on avait un peu de frein lié à un problème générationnel essentiellement. Ouais, et c'est aussi valable dans l'autre sens où quand aujourd'hui on regarde chez les e-commerçants qui sont des e-commerçants parfois même B2C, on se rend bien compte que ceux qui sont à la tête de cette direction e-commerce sont plutôt sur une moyenne d'âge de 35-40 ans. Donc finalement, ils sont même une génération encore en dessous. Donc ils vont être vraiment impulsés dans cette dynamique de e-commerce et eux ne vont même pratiquement pas voir les freins. Donc le e-commerce, c'est vraiment déjà aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on a à peu près 83% des acheteurs B2B qui souhaitent effectuer, en tous les cas, qui ont la volonté d'acheter davantage en ligne par des vendeurs B2B. Ce qu'on sait aussi, c'est que les acheteurs B2B ont un profil un petit peu plus avancé dans la recherche de contenu. Ils vont être vraiment dans le détail de la fiche produit, des dimensions. Ils ont un vrai besoin de réassurance. Alors, au-delà du côté froid du e-commerce, c'est vraiment parce qu'ils se disent, je n'ai pas le droit à l'erreur. Autant en B2C, on va avoir le droit de retour et des choses comme ça beaucoup plus facilement. Autant en B2B, on va se dire, attention, j'achète pour mon entreprise. Il faut que je sois sûr de mon achat. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on a 89% de ces professionnels qui indiquent avoir déjà réalisé plus d'une fois un achat B2B en ligne. Et c'est ce qui montre aussi cette statistique de 53% des entreprises de plus de 10 personnes qui ont déjà réalisé, eux, un achat sur un site e-commerce en France. Ouais, ce qui est intéressant de… Vas-y. Non, ce qui était intéressant, c'est de se dire qu'on a eu une vague de sites e-commerce B2B enfin, du système de commande B2B qui est apparu avec très peu de contenu en disant, en fait, il suffit d'avoir une offre pléthorique pour que ça fonctionne. Et en fait, on a un vrai mouvement de retour à du contenu parce qu'effectivement, ils ont besoin d'être beaucoup plus rassurés dans leur acte d'achat. Voilà, c'était juste cette précision-là. Et par rapport à ces acteurs B2B, on a une typologie, certes, de gros acteurs, si tu peux passer à la slide d'après, Laurent, où on a alors les gros de ce monde qui sont tant Amazon que Alibaba en Chine, qui, eux, se sont lancés sur le e-commerce pro. On a des sites comme Cdiscount ou Boulanger qui ont, eux aussi, leur service professionnel. Et à côté de ça, on a des marques comme la Fnac, comme Ikea, qui viennent, eux, se rendre compte que, bah oui, forcément, on a aujourd'hui des acteurs particuliers qui achètent pour leur entreprise. Donc, ils sont venus vraiment, eux, créer une offre dédiée au B2B ou avoir une partie de leur site Internet dédiée au B2B. On nous cite en commentaire Walmart, bien évidemment aussi, et on a d'autres acteurs qu'on vous présentera un tout petit peu plus tard. Ouais, tous les gros opérateurs du commerce digital, en fait, et même du commerce classique, sont rentrés dans cette bataille du B2B, ce qui montre bien qu'aujourd'hui, le vrai sujet, en fait, n'est pas de savoir s'il faut aller chercher le B2B sur le digital, mais plutôt, en fait, savoir comment est-ce que l'on fait pour pouvoir performer sur ce marché.
Alors, si on regarde que les chiffres qu'on vous a donnés, on a un peu l'impression que l'e-commerce B2B, c'est un peu un Eldorado et qu'il suffit d'y aller pour faire fortune. On en est un peu loin, très clairement. On va casser un peu ce mythe-là tout de suite, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un secteur qui est extrêmement convoité. Il est extrêmement convoité par 3 grands types d'opérateurs. Donc, on a des opérateurs B2B historiques qui passent au digital. Par exemple, une marque comme Manutan aujourd'hui, qui était historiquement plutôt orientée VPCiste, et a un très beau site e-commerce, une marketplace avec un catalogue qui est colossal. Ils sont passés directement sur le digital et ils sont devenus un opérateur référent sur ce secteur-là. On a aussi, comme on vient de le voir, des opérateurs qui se sont lancés plutôt en direction du B2C, et qui ont vu que leur offre travaillait aussi très bien sur le B2B, donc ils ont lancé des offres dédiées à ce type de cible. Et ensuite, on a une dernière catégorie qui est en train d'arriver aussi et qui va faire, à notre avis, beaucoup de bien au secteur parce qu'ils vont recasser un peu les codes comme les DNVB le font sur le B2C aujourd'hui. On a des pure players qui se lancent sur le B2B en se disant, en fait, moi, mon offre, je peux arriver à marketer une offre intéressante, un service de qualité et de n'avoir qu'une présence digitale. On verra notamment un exemple, on a un de nos clients qui s'appelle Apicius aujourd'hui, qui travaille avec les hôtels-restaurants, qui est fournisseur pour les cafés, hôtels, restaurants, et qui a une offre qui est basée quasiment essentiellement sur le digital, même s'il y a une équipe terrain qui est réduite à sa plus simple expression, mais le but étant de baser son développement sur le digital en premier. Et par contre, aujourd'hui, ce marché a de vraies forces qui ont été identifiées. On les a identifiées au nombre de 6. Le premier, c'est qu'effectivement, ça permet très facilement de diffuser son offre à l'international. Vous avez une offre sur un secteur qui fonctionne, vous pouvez assez facilement, avec des validations logistiques, travailler à l'international. L'autre, c'est qu'aujourd'hui, ça permet aussi à des opérateurs historiques d'améliorer grandement leur marge. Parce qu'en fait, ils cassent un cycle de vente un peu plus long, notamment quand il y a des intermédiaires avec des revendeurs et des choses comme ça. Si je peux créer une relation directe entre mon client final et ma marque, moi en tant qu'industriel, forcément, je fais plus de marge sur mes ventes. On peut aussi avoir un intérêt parce que ça permet de diffuser une offre sur laquelle, en fait, dans un secteur où on n'est pas là physiquement. Donc, c'est un peu, par exemple, le cas d'Apicius, on y revient, hein, qui, au final, a des itinérants, mais qui ne peuvent pas couvrir tout le terrain. Et ben là, au moins, on peut aller assez facilement garder un contact avec notre clientèle. La quatrième force, c'est qu'aujourd'hui, ce client B2B, en fait, est extrêmement fidèle, ce qui est assez surprenant, mais ça fait un peu le lien avec ce que disait Charlène tout à l'heure sur le côté recherche d'une offre de qualité. Une fois, en fait, qu'ils ont trouvé un fournisseur de qualité sur le digital, et c'est aussi valable en physique, d'ailleurs, le digital n'a rien inventé là-dessus, en fait, ils sont très fidèles. Donc, il y a assez peu de budget à dépenser pour la captation. On verra notamment que c'est une des conclusions que l'on poussera, c'est qu'aujourd'hui, le marketing et la communication est un peu moins forte sur le B2B que sur le B2C en digital. Et le cinquième point qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de focaliser vos forces de vente sur les deals à plus forte valeur ajoutée. Notamment, on pense à tous les systèmes de recommande rapides, de consommables, des choses comme ça, avec une présence digitale, un site, un extranet, peu importe en fait. Vous avez la capacité à maximiser votre efficacité commerciale, puisqu'en fait, ils seront concentrés plutôt à aller faire de la chasse ou du gros deal, plutôt que d'aller négocier avec le client X ou Y qui veut un prix pour sa Xème commande de l'année. Et le dernier de ces 6 forces, c'est qu'effectivement aujourd'hui, il y a plus d'opportunités à prendre sur le marché B2B. C'est pour ça que les Amazon et c'est pour ça que les Fnac, et ainsi de suite, sont arrivés sur ce secteur-là. C'est pas juste de la philanthropie, c'est vraiment parce qu'il y a derrière de l'argent à se faire et des places à prendre sur un marché qui va exploser, comme le montrent les chiffres de la FEVAD qu'on vous a présenté en introduction. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, OK, c'est quoi la stratégie pour aller capter le client B2B sur le digital? Alors, effectivement, ça serait trop simple de se dire que le B2B, en fait, c'est super simple. Hein, pour faire du e-commerce, il suffit de changer une lettre et on fait comme quand on faisait du B2C. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aller chercher une démarche orientée
utilisateur final et design en fait de votre offre. C'est pour ça en fait qu'on a mis cette slide-là. C'est qu'en fait aujourd'hui, on a rencontré plein d'industriels, plein d'opérateurs qui nous disent mais en fait l'e-commerce B2B ça ne marche pas. Ça marche pas parce que mon utilisateur n'utilise pas le digital. Ça, c'est faux. Parce que mon IT n'arrive pas à suivre. C'est faux. Parce que mon agence n'a pas fait un bon site e-commerce. C'est faux aussi. En fait, tout ça, pourquoi est-ce que c'est faux? C'est parce qu'en fait, le problème vient de la base. C'est de dire quel est mon utilisateur, c'est quoi son besoin, et qu'en fait, cette étape-là, aujourd'hui, elle a été bypassée quasiment systématiquement par les opérateurs pour dire, OK, je lance une plateforme de vente en ligne, c'est ce qu'ils ont besoin et ça va fonctionner. Et en fait, encore plus qu'en B2C, vous avez besoin en fait de vous focaliser sur l'utilisateur, de comprendre ses attentes et son contexte d'utilisation pour pouvoir créer le bon service. Je discutais en début de semaine avec un opérateur du B2B dans le monde de la pâtisserie et il disait que lui aussi, il avait été extrêmement surpris quand il avait fait un début d'étude auprès de ses clients finaux, de se rendre compte que ses clients, qui étaient des grands chefs pâtissiers, vraiment des gens qui sont plutôt dans la pâtisserie haut niveau, en fait, étaient quasiment addicts à leur portable. Ils avaient tout le temps leur portable, même dans leur laboratoire, et qu'en fait, ils passaient une partie de leur commande sur le mobile. On verra qu'on a extrait des chiffres dédiés au mobile. Et voilà, il faut vraiment se dire qu'il n'y a pas de… le B2B, ce n'est pas un site Internet derrière un ordinateur. Il faut vraiment chercher l'utilisateur et son contexte d'utilisation. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, ça veut dire quoi être user-centric? Alors, Ouais. user… Ouais. Dans l'idée, sur ce côté user-centric, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut avant tout commencer par une phase d'exploration. Alors, l'exploration, elle peut être sous différentes formes. Elle peut être simplement sur la forme d'un questionnaire. Déjà, ne serait-ce que faire un sondage, ça peut paraître énorme quand on travaille cette phase d'exploration, mais déjà, juste un simple questionnaire, c'est déjà un pied dedans. Après, on peut aller beaucoup plus loin en faisant des interviews. Et l'idée derrière, c'est de monter ce qu'on appelle des personas, des profils, qui viennent recenser les motivations, les besoins, et surtout derrière de creuser sur cette phase de design, sur les fonctionnalités vraiment attendues par les utilisateurs. On accompagne une personne qui fait du e-commerce B2B dans le milieu de la food, et eux, par exemple, leur spécificité, c'est que chaque client a un prix et a une remise par produit spécifique, pour vous donner un peu la granularité. Et c'est tous ces petits détails-là, toutes ces petites fonctionnalités qui vont faire in fine, qu'on va renforcer le site e-commerce B2B. Et on a même pour habitude de faire des phases derrière de tests, voire même de co-création et co-créer les interfaces avec les utilisateurs. Et justement, si on rentre un peu sur cet utilisateur B2B, les premiers trucs qu'on va pouvoir se dire, c'est qu'il a plutôt un volume d'achat qui est répété. C'est plutôt quelqu'un qui va commander en volume. Ce qu'on sait, c'est que ce sont plutôt des achats qui sont réfléchis. On a beaucoup moins d'achats d'impulsion sur les utilisateurs B2B. C'est quelqu'un qui va négocier. Alors, quand on parle de négociation, on a même aujourd'hui des acteurs du B2C, comme Auchan, qui font de la négociation en live. Ben voilà, c'est tous ces petits outils-là qu'on va essayer de récupérer et vraiment d'adapter au B2B. Et c'est derrière un profil qui a une hiérarchie. Et ce côté a une hiérarchie, c'est un point qui est vraiment clé et qui va se traduire en une fonctionnalité qu'on va vous présenter juste après. Ça peut paraître des poncifs et des portes ouvertes hein, qu'on enfonce, mais en fait, on vous invite à faire le test, à trouver des sites e-commerce B2B, essayez de faire un acte d'achat et vous allez vous rendre compte que notamment la notion de négociation et la notion de hiérarchie, donc de validation de commande, ben, en fait, elle est assez rarement présente. Pourtant, on a besoin que c'est un basique, mais ce n'est pas un basique qui est respecté. Pour vous donner un exemple justement d'acteur, on a La Redoute for Business qui s'est lancé il y a quelques temps de ça. Bah, eux, ça fait typiquement partie des acteurs où ils se sont dit oui, bah, on a le mobilier, on est capable d'envoyer en nombre, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait, bah, ils respectent pratiquement pas, ou très très peu, de code justement du B2B. Là, vous avez vraiment l'impression, pour ceux qui naviguent sur le site La Redoute, vous avez vraiment l'impression d'être sur le site La Redoute et absolument pas d'être sur un site La Redoute for Business. La seule chose qu'ils vont avoir un peu travaillé, c'est une logique de filtre et d'offre par profil. C'est-à-dire que vous allez avoir une offre pour l'hôtellerie avec des lits notamment ou des matelas spéciaux. Vous allez avoir des tables adaptées aux terrasses extérieures. On va être plutôt sur une logique d'offre adaptée que réellement d'univers e-commerce adapté. À l'inverse, si je prends complètement l'opposé,
Vous avez l'acteur qui s'appelle Negostock. Negostock, eux, à l'inverse, site 100% B2B. Vous avez en haut à droite tout de suite un élément qui s'appelle prix imbattable. En haut à droite aussi, juste en dessous du nombre d'articles et du montant qui est affiché hors taxe, ne serait-ce que ça fait la différence, vous avez un bouton qui s'appelle « Obtenir mon devis en hors taxe ». Donc, en fait, on est tout de suite dans cette démarche de se dire « Ok, peut-être que dès la première visite, on ne va pas passer à l'acte d'achat. Peut-être que dès la première visite, on ne va pas remplir tous les champs par rapport à la livraison, etc. Par contre, on peut obtenir un devis, le télécharger et derrière, c'est ça qui nous permet de rebondir sur la logique de hiérarchie. Les éléments de rassurance sont aussi très orientés en fait B2B et pas du tout repiqués sur un site B2C. Non. Et on a aussi d'autres acteurs, même de la food, comme Barilla. Barilla qui s'est lancé sur Internet, ils ont eux aussi une offre B2B. Et eux, ils ont plutôt un cycle, somme toute, classique. Ils ne sont pas encore passés l'étape du e-commerce B2B. Ils disent qu'ils pourraient y venir, puisqu'on retrouve ici les codes principaux. On va retrouver la navigation avec la logique de produit, un moteur de recherche et une logique derrière de proposition de produits par cible. Donc voilà, donc ça montre aussi qu'ils ont mis un pied sur le secteur B2B. Et quand je vous parlais tout à l'heure de fonctionnalité, ce qui est certain, c'est qu'il y a des bonnes pratiques à prendre. Il faut se dire qu'en moyenne, par rapport à cette notion de hiérarchie, avant la validation et avant de prendre une décision d'achat réelle dans une entreprise, aujourd'hui, il faut en moyenne 8 personnes. 8 personnes, c'est énorme. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir des fonctionnalités comme des listes d'envie qui vont être créées. Ça, c'est notamment le site ManoMano. On va avoir une logique de création de devis que vous allez pouvoir retrouver soit tout de suite en haut à droite, soit quand vous commencez à rentrer dans le tunnel. Et aussi une fonctionnalité qu'on aime bien chez nous, qui est cette notion de partage de panier. Alors, partage de panier, ce qui est assez intéressant pour ceux qui suivent un peu l'actualité, notamment de la marque Jennifer. Jennifer est une marque qui est plutôt orientée vers les millénials. Et là, je vais faire un simple parallèle B2B, B2C. Jennifer s'est inspirée de cette fonction de partage de panier. Et aujourd'hui, a mis en place, quand vous faites votre panier sur la marque, sur le site, vous avez la possibilité de partager votre panier à vos parents, d'envoyer par email son panier. Et même, les parents ont la possibilité derrière de payer le panier pour l'enfant. C'est tout ça aussi qui rentre dans cette logique-là de validation, de workflow. Et c'est ces petits détails-là qui feront demain la vraie différence sur un résultat, sur un taux de transformation sur un site e-commerce B2B. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'acte d'achat, notamment, est un achat qui est complexe, ce qui veut dire qu'un tunnel de vente est forcément en fait beaucoup plus complexe en B2B qu'en B2C parce que le workflow est différent et que ça nécessite d'avoir des comptes clients, par exemple en cascade, c'est-à-dire qu'un acheteur principal peut définir des acheteurs secondaires qui vont faire remonter des paniers qui sont en attente et il n'y a que l'acheteur principal qui peut les valider. Enfin bref, il peut y avoir tout un système qui est super complexe à mettre en place. Et on a des marques qui ont assez bien su quand même s'inspirer des pratiques qui existaient aujourd'hui sans e-commerce B2B, puisqu'on a même des sites qui proposent, comme Maxi Bureau, une simple commande par fichier Excel. Parallèle avec la Redoute, avec l'envoi du catalogue papier, c'est exactement la même logique. Vous importez votre fichier Excel ou vous importez vos références produits dans un tableau qui est vide et c'est ça qui va vous permettre de créer votre commande. Donc, on est venu vraiment s'inspirer au plus profond des codes et des habitudes B2B pour les aider à passer à l'acte d'achat en ligne. Et ça, c'est plutôt assez intéressant. Oui, ça marche aussi beaucoup avec les commandes de réassort, par exemple. C'est-à-dire qu'on commande toujours la même référence et donc, en fait, on a des systèmes de commandes qui sont automatisés quasiment. Ou même récurrentes. Ouais. Et c'est des bonnes pratiques qu'on va retrouver aussi au-delà du digital. Aujourd'hui, le e-commerce B2B et la notion de commerce adapté est vraiment partout. On a même la SNCF qui a mis en place il y a quelques années de ça son service Business Première. On a La Poste avec son carré entreprise et Apicius Shop qui est un de nos clients. Où quand on vous parle de au-delà du digital, eux, ils se sont lancés plutôt dans une logique de pure player et ils ont fait l'inverse en lançant un showroom pour permettre d'accéder à leurs clients à une offre en physique. Et c'est là aussi où ça va être intéressant, c'est qu'on va venir vraiment croiser le physique et le digital, et c'est ça qui va nous permettre, c'est tout cet environnement-là qui va nous permettre derrière de rassurer et créer vraiment ce cocon, ce confort autour de l'acheteur B2B.
Donc c'est vrai qu'effectivement, l'idée, c'est d'aller donner aussi cette logique d'expérience en fait aux clients B2B. Une fois qu'on a vu tout ça, en fait, l'idée, c'est de synthétiser, de se dire, OK, comment est-ce que l'on on fait pour mettre en œuvre demain cette vision en fait de l'e-commerce B2B. Même si on est passé assez rapidement tout à l'heure, pour nous, en fait, la phase de conception de l'expérience et de compréhension des besoins en fait de vos utilisateurs est un élément fondamental, donc il prend déjà un peu de temps, hein, c'est-à-dire sur un projet tel que le lancement d'une activité e-commerce B2B dans sa plus grosse vision possible. Il faut effectivement passer sur une phase centrée utilisateur, mais une fois qu'on aura défini tout ça, quelles sont on va dire les fonctionnalités must-have que l'on a vues habituellement dans nos différents projets. Donc le premier, c'est effectivement, on va vous donner 8 fonctionnalités qui doivent faire partie d'un projet e-commerce B2B aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est les fonctionnalités qu'on a croisées le plus régulièrement. Donc, comme on l'expliquait jusque-là avec les différents exemples, le cycle d'achat est un élément fondamental. Par exemple, le système de devis, de paiement sur facture et de prix négocié. Alors là, on n'a pas montré d'exemple, mais on a des sites aussi qui proposent le fait de faire un panier, de le valider et de dire, voilà, avant de payer, quel est votre meilleur prix? Et donc, en fait, vous avez un système de négociation qui se met en place. On a effectivement le côté renouvellement rapide des commandes, voire même automatique. Donc ça, on l'a abordé, je ne vais pas y revenir. La commande par référence aussi, c'est le cas de chez Rétif. Et on a la sauvegarde de panier. Alors, on l'a mis au pluriel parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui en natif quasiment sur toutes les plateformes e-commerce, mais pas de façon multiple. Et aujourd'hui, on a observé donc sur nos différents clients que leurs clients en fait sauvegardaient de nombreux paniers parce qu'ils avaient différentes typologies d'achat. Et donc forcément, il fallait leur offrir une fonctionnalité de ce type-là. Autre fonctionnalité importante à avoir, on a le premier, c'est la gestion des comptes clients en cascade. Alors, bon, je l'ai abordé aussi rapidement tout à l'heure, mais ça marche notamment si vous voulez cibler des grands groupes qui ont des services achats et après, d'ailleurs, notamment dans le retail, où vous avez des acheteurs plus locaux. Si je fais un exemple avec la restauration, voire la restauration rapide, aujourd'hui, les personnes qui sont à la tête de McDonald's, par exemple, enfin de restaurants McDo, peuvent passer commande pour leurs consommables sur une interface qui leur a été sélectionnée avec des produits, des prix sélectionnés par l'acheteur groupe. Et en fait, aujourd'hui, il est assez facile pour un projet e-commerce d'intégrer cette fonctionnalité ou peut-être pas forcément directement cibler McDo, mais sur des plus petits opérateurs, vous allez avoir un acheteur principal qui va dire, OK, je vais faire dans votre catalogue de 17 000 références une sélection de 1000 produits que mes acheteurs locaux pourront acheter. On négocie un tarif et quand vos acheteurs locaux vont se connecter, ils auront uniquement le catalogue produit qui aura été sélectionné par l'acheteur principal au prix, voire même des fois sans prix, ça peut aussi arriver, sans prix, mais au moins ils ont leur catalogue direct. Bon, ensuite, on a la gestion des encours de commande. Donc, ça aussi, c'est une fonctionnalité qui est propre à l'e-commerce B2B et au commerce B2B. Je ne vais pas rentrer plus en détail sur le sujet. Mais on a aussi des notions de compte client professionnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un peu plus d'informations à fournir à l'intérieur d'un compte client. Et ça, il faut l'intégrer dès le début. Et le dernier point qui n'est pas des moindres, puisque aujourd'hui, il faut aussi anticiper la réticence de votre force commerciale en place avant d'arriver la vente en direct. Donc, je parlais tout à l'heure notamment le fait de pouvoir concentrer les forces commerciales sur les deals à plus forte valeur ajoutée. Oui, mais ils doivent aussi garder leur intérêt à envoyer leurs propres clients qu'ils ont en physique sur cette plateforme digitale. Donc, il faut garder et intégrer les logiques de commissionnement des équipes commerciales via le digital. On a eu un cas chez nous où on avait un prospect qui a trouvé que l'e-commerce ne fonctionnait pas et en fait, il avait une sorte de fronde qui avait été créée par ses revendeurs parce que il voyait l'e-commerce arriver comme étant un concurrent. Alors qu'il suffit de pouvoir les commissionner dessus et donc en fait au final ça fonctionne assez bien. Mais il faut pouvoir l'intégrer. Et un des moyens d'engager aussi l'équipe commerciale,
C'est un moyen qu'on utilise avec un de nos clients qui devrait être aussi parmi nous aujourd'hui. L'idée, ça peut être aussi de faire tester l'interface des commerciaux directement, en fait, en phase de test. Oui, il faut intégrer aussi ces gens-là dans les projets dès le début. Alors, si on fait un tout petit peu de technique, c'est aujourd'hui, il y a des CMS qui existent, donc des outils pour générer des sites e-commerce, et on en a certains qui se sont lancés soit avec des offres dédiées à l'e-commerce B2B, je pense notamment à EuroCommerce, qui est l'une des plateformes les plus avancées aujourd'hui sur l'e-commerce B2B. Et ce qui est super intéressant, c'est que nativement, cette solution embarque toutes les fonctionnalités que l'on vient voir. C'est-à-dire qu'en fait, elle a vraiment été pensée à la base pour faire du commerce entre professionnels. On a des grosses solutions, attention, là, juste attention au pricing derrière, notamment de chez Libris, qui est vraiment très, très élevé, mais qui intègre aussi cette fonctionnalité là, donc les fonctionnalités propres à l'e-commerce B2B. Et on a Magento, le classique, qui sont aussi, on va dire, câblés pour faire de l'e-commerce B2B, même s'il y a une part de développement un peu plus importante que sur une plateforme comme EuroCommerce pour pouvoir arriver à avoir toutes les fonctionnalités telles que l'on a présentées là. Et aujourd'hui, ces CMS, qui sont au final que des outils, hein, doivent s'intégrer avec une palette d'outils beaucoup plus large au sein de votre système SI, et notamment des outils de marketing automation, notamment pour faire de l'inbound marketing. C'est effectivement super important. On va faire un petit focus après sur la partie captation de trafic. Mais la logique PIM, DAM et ERP sont aussi je dirais pas fondamentale dans un projet B2B, mais l'information produit, comme Sharon vous l'a expliqué en introduction de notre conférence, aujourd'hui rentre vraiment en compte de façon très importante dans l'acte d'achat. Donc, il faut pouvoir fournir des données assez précises et assez nombreuses sur les produits que vous voulez vendre en ligne pour les professionnels. Il ne suffit pas juste d'avoir une offre et un prix. Alors, je ne sais pas si j'ai vu passer, je ne vois pas passer toutes les questions, mais je les prends en fil de l'eau et on en parlera à la fin, Laurent. Bon, parfait. En fait, il y a un débat qui arrive très, très régulièrement sur la table de discussion avec nos prospects et nos clients, notamment ceux qui ont une offre B2C et qui veulent partir sur le B2B. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que sur mon site B2C, je gère mes deux cibles ou est-ce que je crée un site par cible? Alors ce débat, je crois qu'il pourrait faire l'objet d'une conférence à elle seule, à lui seul. Et on va pas pouvoir le trancher ici, puisque en fait, on va faire le lien avec notre positionnement qui est de dire partez de vos utilisateurs. Et là, il faut vraiment remonter sur vos utilisateurs et comprendre si aujourd'hui votre client B2B se sentira à l'aise dans une interface qui ne lui est pas 100% consacrée, 100% dédiée, marketée, et si il aurait potentiellement des réticences à acheter un produit ou une typologie de produit sur un site qui semble s'adresser aux professionnels et aux non-professionnels. Je reviens sur notre exemple qui travaille sur les cafés, hôtels, restaurants. Quand on a benché son marché, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'opérateurs qui faisaient les deux. Et ça nous a paru être un non-sens quand on a creusé un peu auprès des restaurateurs. C'est qu'aujourd'hui, les contraintes d'un restaurateur quand il doit acheter une friteuse ou quand il doit acheter des couverts pour sa salle de restaurant, ces contraintes d'utilisation ne sont pas du tout les mêmes que sur un particulier. Donc, en fait, il faut créer une interface, un discours, un positionnement qui est 100% orienté sur le professionnel. Donc là, en fait, l'idée, c'était de dire, en fait, on fait un site par cible, donc une offre pour les pros, une offre pour les particuliers. Il y a deux environnements qui sont complètement différents. Par exemple, si on revient sur l'exemple de la Redoute que Charlie nous présentait tout à l'heure, effectivement, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on ait des contraintes différentes si je dois acheter du matériel pour mon accueil client, un canapé dans mon accueil client qui vienne de la Redoute ou qui soit dans mon salon. Est-ce qu'il y a une vraie différence à part le nombre de personnes qui vont s'asseoir dedans? Voilà, il n'y a pas grand-chose à comment dire, différencier. Exactement, merci.
Alors, ensuite, une fois qu'on a vu tout ça rapidement, l'idée c'est pas on peut pas creuser beaucoup plus, sur le côté technologique et technique. Mais, l'idée c'est effectivement de se dire, une fois qu'on a notre outil, notre site, on a notre environnement, on l'a bien créé en fonction des besoins de nos utilisateurs. Ben, en fait, comment est-ce que je le market ce site? Comment est-ce que je capte mon trafic et qu'est-ce que je raconte en fait quand, je veux faire de l'e-commerce B2B? Alors déjà, l'idée c'est de se dire qu'effectivement, aujourd'hui, les bonnes recettes du B2C ne marchent pas forcément, sur, le B2B. Donc effectivement, on a déjà parlé du côté discours, j'y reviens par-dessus. On a aussi des moments de communication qui sont différents. C'est-à-dire que, pour tout ce qui va être marketing direct, bah, il va falloir adapter. Les réseaux, les canaux qui vont être utilisés, il faut aussi adapter parce qu'effectivement, c'est pas forcément les mêmes. Même si, on a pu tester, Facebook, les Facebook Ads, les choses comme ça pour du B2B, ça marche aussi très bien. Ouais. Donc il ne faut pas avoir de préjugés non plus. Instagram, même tarif, hein, ça fonctionne aussi très bien. Mais il faut adapter les moments de communication, et il faut adapter le discours. Alors là-dessus, on en a un peu teasé sur le sujet, mais effectivement, la partie mobile est extrêmement importante. On vous a mis 5 chiffres sur cette partie mobile. On ne va pas rentrer dans le détail de ces derniers, mais l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la logique, un achat B2C se fait sur mobile ou tablette et là, un achat B2B se fait derrière un ordinateur, et pas du tout vrai. Et donc, en fait, il faut vraiment travailler la partie mobilité. Et par contre, on a aussi, comme pour le B2C, un besoin d'information, de projection, d'argumentation client, qui est très important. Et on a pris notamment l'exemple de Foodspring, qui va très loin dans le contenu pour donner les avantages de ces produits à la fois pour les revendeurs, mais aussi pour les clients finaux. Donc on est vraiment à ce côté projection et discours de marque. Je dirais pas quasiment orienté client, mais si, on est vraiment à chaque fois orienté client sur le client final et le client intermédiaire. Et ce côté aussi, voilà, toujours pareil, pour donner des exemples de la pédagogie, donc toujours beaucoup de contenu, et un travail, important autour de la photo, autour de l'ergonomie, de l'expérience, et effectivement, c'est un des points importants, du marketing de l'offre B2B. C'est pas parce qu'on fait du B2B qu'on doit faire un site, chiant à mourir. Il faut qu'on apporte le même soin graphique et d'un point de vue expérience, sur cette partie-là. Et si on doit creuser un petit peu, on s'est dit, on va vous présenter l'exemple de Metro, notamment sur sa stratégie de captation de trafic, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à en tirer. Même si Metro aujourd'hui bénéficie d'une très grosse notoriété en dehors en fait du digital, c'est devenu un opérateur très important avec un site e-commerce très fourni. Et il nous a paru intéressant de creuser un peu pour comprendre comment est-ce que eux aujourd'hui ils captaient leur trafic et leur audience, alors qu'ils pourraient juste se contenter de dire bah, je suis Metro, je n'ai pas besoin d'aller faire du e-marketing puisque ma seule notoriété me générera du trafic. Alors, quelques chiffres, c'est des chiffres qui datent d'avril 2019. Bon, on est quand même sur un volume de visites aux alentours de 450 000 visites mensuelles. Bon, on est plutôt sur le haut du panier au niveau de l'e-commerce, avec une durée de session qui est plutôt importante, 5 minutes 43 en moyenne. Ça fait partie aussi des standards relativement élevés du marché, et un taux de rebond qui est relativement bon à 65%, et on verra qu'il est bon surtout en fonction des sources de trafic qu'ils utilisent aujourd'hui pour capter leur audience. Et ils ont un volume de pages vues qui est lui aussi plutôt sur les hauts du standard de l'e-commerce aujourd'hui, avec 4,17 pages vues en moyenne. Si on creuse un tout petit peu, on a voulu aller chercher la recette de ces 450 000 visites par mois. Alors, comment elles se répartissent ces visites? Elles se répartissent déjà avec un gros pan organique. Alors, qu'est-ce que le trafic organique? C'est le trafic issu des moteurs de recherche naturels. Donc là, on n'est pas du tout dans les ads, puisque les ads seront dans le paid search. Donc, ça veut dire que sur les 450 000 visiteurs, on a quand même 60% qui viennent depuis moteur de recherche, uniquement par des recherches naturelles. Bon, il faut faire attention parce que dedans, on a aussi les recherches autour de la marque, et donc la notoriété Metro fait que forcément, ça fait un gros volume de trafic.
Ensuite, derrière ce côté référencement naturel arrive le direct. Bah, là aussi, ça fait le lien avec leur notoriété, donc le trafic direct. C'est des gens qui ont soit l'URL en favori, soit des gens qui tapent directement l'URL dans leur navigateur. Et après, on va quand même aller chercher ces 12% de paid. Alors en fait, les 12% de paid, on peut dire, OK, sur 450 000, c'est quand même pas très élevé. Par contre, en fait, aujourd'hui, ils dépensaient en avril 2019 45 000 euros d'achat média sur Google Ads. Ce qui en fait là aussi un beau budget de dépenses, ce qui veut dire qu'on est quand même dans une logique de captation qui est très proche de l'e-commerce B2C, puisque ils vont chercher à aller capter des requêtes d'acquisition, et ils font aussi de la défense de notoriété, c'est-à-dire qu'ils achètent même leur propre nom parce que effectivement, il y avait des petits malins qui étaient présents dessus en référencement payant. Alors, d'autres petites choses qui sont importantes à mettre en avant, par exemple, le métro ne faisait pas de Google Shopping. Alors, ça peut paraître surprenant pour tous ceux qui font un petit peu de traffic management aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est le levier qui fonctionne le mieux en termes de transformation, en termes de coût d'acquisition sur le search aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'en font pas? Tout simplement, c'est parce que c'est très compliqué de faire du Google Shopping quand on est sur du B2B, puisque Google en fait refuse les flux produits issus des sites e-commerce uniquement orienté B2B. Donc, il faut avoir un prix en TTC, il faut ne pas faire que des ventes par lot. Donc, voilà, il y a pas mal de contraintes comme ça qui font que pour avoir un flux stable sur Google Shopping, quand on est un opérateur du B2B, c'est pas si simple que ça. Et aujourd'hui, ils font aussi pas mal de commerce via les marketplaces. Alors, c'est un sujet qui est aujourd'hui extrêmement tendance, extrêmement porteur. Nous, on travaille aujourd'hui en partenariat assez étroit avec Wizaplace, qui est le plus gros opérateur français de marketplace aujourd'hui, le plus gros outil pour générer des marketplaces, et notamment tout ce qui va être e-procurement peut très facilement fonctionner avec des marketplaces. Et c'est l'une des, on va dire, l'une des mécaniques les plus simples à mettre en place aujourd'hui pour pouvoir faire de l'e-commerce aussi en B2B avec ce système de marketplace. Ouais, juste avant la conclusion, Laurent, justement, il y a même 2 questions à ce sujet-là. Si tu peux parler juste rapidement de cette logique aujourd'hui de marketplace B2B, quid de son futur? Alors, aujourd'hui, la marketplace B2B est, à mon sens, encore plus en phase de début de marché que l'e-commerce B2B avec un site classique et ainsi de suite. C'est-à-dire que les projets qui ont le plus de pertinence aujourd'hui et qui ont l'avenir, à mon sens, le plus radieux, intègrent une logique marketplace ou alors même ne sont que des marketplaces. Je pense notamment à Manutan. Je reviens à eux, à l'un de nos premiers exemples, qui aujourd'hui a ouvert son catalogue à ses fournisseurs. Et donc, en fait, le site de Manutan est devenu une marketplace et une énorme marketplace B2B, ce qui a un double avantage. À Manutan de référencer plus facilement de nouveaux fournisseurs pour ses clients, et à ses clients de bénéficier d'une offre toujours plus vaste et avec des prix toujours plus pertinents, entre guillemets, ou plus compétitifs, puisque voilà, sur une marketplace, vous avez plusieurs vendeurs du même produit, et donc logiquement, il y a une logique de prix qui va venir guider vos achats. Denis, ne faut-il pas lier les deux, B2B et B2C sur la même marketplace? C'est une question piège, puisque je vais y répondre avec la même réponse que sur le débat, est-ce qu'il faut un site e-commerce ou 2 sites e-commerce? Pour moi, aujourd'hui, tout va dépendre en fait des utilisateurs finaux qu'on cible et de leur capacité à se projeter dans un acte d'achat sur une plateforme qui adresse la totalité de ces 2 segments. Moi, je pense aujourd'hui que on a tout intérêt à aller plutôt dans des marketplaces ou même des sites qui soient plutôt centrés sur des cibles avec un discours adapté, des services adaptés. Mais on peut aussi après avoir des logiques B2B2C ou B2C2B. Enfin bref, on peut
si on rentre sur de la marketplace complexe, il faudrait avoir le détail de votre besoin, Denis, pour pouvoir creuser un peu cette question. On va passer aux conclusions, Laurent, parce que je vois l'heure filer. Oui, tout à fait. Alors, on va conclure rapidement. L'idée, c'est de se dire que pour nous, aujourd'hui, l'e-commerce B2B est effectivement un secteur avec beaucoup d'opportunités et que pour nous, c'est très intéressant de s'y pencher quand on est opérateur soit B2C, soit B2B, mais sans avoir de vente en ligne. Que la démarche user-centrique est obligatoire sur ce secteur-là et que en fait, vous allez vous rendre compte que sur un projet qui coûterait 100 000 euros, par exemple, en B2C, on va investir 60% sur du marketing et 40% sur la technique. Et on va en fait faire l'inverse. Quand on va faire du B2B, on a un investissement fonctionnel qui est plus important parce qu'on a vu que les fonctionnalités devaient être plus avancées et avec un marketing un peu plus accessible. Et que toute votre stratégie marketing doit être aussi à repenser.